Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée, Info Hebdo. Pour ce numéro de rubrique à savoir, la rubrique des infos et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. Patrice Talon était ce lundi 10 avril 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À cette grande assise, 3 points majeurs étaient à l'ordre du jour. Il s'agit du rapport sur l'état de l'Union, la gouvernance des institutions de l'Union et les questions diverses. Lors des discussions, le Bénin, à travers son président de la République, a proposé comme commissaire devant siéger à l'UEMOA Jonas Guyon, ancien ministre de l'économie et des finances, et comme conseiller à la Cour des comptes de l'UEMOA, l'expert comptable Seignon Yves-Marie Adissin. Étaient à cette conférence des chefs d'État de l'UEMOA les présidents de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Niger et de la Guinée-Bissau. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 12 avril 2017 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Selon le communiqué final du secrétaire général du gouvernement Edouard Ouenro, au cours de la séance, le Conseil a approuvé plusieurs dossiers. Au titre des affaires, 3 projets de décret ont été adoptés, à savoir un projet de décret portant nomination des membres du Conseil consultatif foncier, un projet de décret portant modification du décret portant reconstitution de carrière des magistrats intégrés à partir du 11 juillet 1984 et un projet de décret portant promotion au grade supérieur de certains officiers des forces armées béninoises au titre de l'année 2017. Au titre des nominations, une nomination a été prononcée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération sur proposition du ministre de tutelle. Madame Zelman Yolande Nobre, épouse Fassinou, a été nommée au poste d'ambassadeur, représentant permanent adjoint du Bénin auprès des Nations Unies à New York. Secteur des télécommunications à présent, MTN et Move sommet d'arrêter les offres et bonus fantaisistes qui aspirent les unités des abonnés au Bénin. En effet, la ministre de l'économie numérique Rafiat Monroux a tenu cette semaine une séance de travail avec les responsables des opérateurs GSM. Une rencontre qui vient après celle de février dernier relative à la baisse des tarifs de communication et à la qualité des services offerts. Rafiat Monroux a confié que les clients se plaignent de plus en plus de la perte de crédit. Ainsi, elle a demandé aux responsables présents d'arrêter les offres promotionnelles et de faire seulement passer les offres classiques sur les voice et les data. De plus, il a été recommandé que chaque offre, avant d'être lancée, reçoive désormais les autorisations de l'ARCEP et soit accompagnée de la possibilité de tracer l'utilisation. Charles Saka Bokor a pris les rênes de la Direction générale des douanes et droits indirects ce jeudi dernier. En effet, lors du Conseil des ministres du 5 avril 2017, le commandant Charles Saka Bokor a été confirmé au poste de directeur général des douanes et droits indirects du Bénin. Une nomination qui engendrerait, dans les tout prochains jours, une sévère crise dans le rang des disciples de Saint-Mathieu, car beaucoup relèvent de l'illégalité dans cette nomination. Le Creuset associatif des retraités de la douane, à travers une longue déclaration, conteste et dénonce la nomination du directeur général intérimaire de la douane. Selon les opposants à cette nomination, Charles Saka Bokor est un inspecteur des douanes de première classe, alors que l'article 125 du décret numéro 2016-129 du 17 mars 2016 précise qu'ont vocation à être nommés au poste de directeur général des douanes les fonctionnaires des douanes ayant au moins les grades d'inspecteur principal. Outre cela, l'article 136 du même décret stipule que pour les raisons impérieuses de la discipline, les nominations et affectations au poste de responsabilité se font en tenant compte de la hiérarchie des grades en vigueur. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour les infos. Place à présent au débat. Le décryptage de ce jour, je le ferai avec mes confrères. Il s'agit de Dieudonné Métonou, journaliste à Radio Hémicycle. Et Dieudonné Métonou, bonsoir. Bonsoir, Calais. Comment vous allez? Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté, à ma droite, j'ai Ghislaine Adimi Agbozo, journaliste à l'ORTB. Et Ghislaine, bonsoir. Bonsoir, Kader. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons parler du bilan de l'an 1 du président Patrice Talon. Alors, honneur aux femmes, comme le dit souvent, je commence par vous, Ghislaine Adimi. Que retenez-vous de la gestion du président Patrice Talon après 12 mois? Bon, je pense que les voix autorisées en ont tellement parlé que je me dis est-ce que la mienne importe encore? Toutefois, je vais m'essayer à l'exercice. Oui, le bilan de Patrice Talon en 1 an. On dira qu'un an, c'est trop peu pour juger d'un bilan.
d'un bilan vraiment exhaustif ou je ne sais quoi dire. Mais est-ce qu'il y a eu des actes concrets qui ont été posés? Mais bien sûr qu'il y a eu Lesquels des actes concrets qui ont été posés. Les actes concrets qui ont été posés. Et il y a l'opération de libération des espaces publics. Qui est peut-être pour vous est une opération qui vient à point nommé, c'est ça? C'est une opération qui vient à point nommé, même si on a à dire sur la façon dont ça a été mené. C'est vrai, on a tous à dire par rapport à ça. Mais quand même, c'est une belle initiative, c'est un acte à applaudir, c'est un acte assez courageux, même s'il n'a pas été... Ce qu'on reproche fondamentalement à cet acte, par exemple, c'est juste le fait que les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi aussitôt. Ok. On ne peut pas refuser et que le gouvernement qui a à charge la gestion de l'État ne puisse pas réclamer des espaces publics pour faire les travaux afférents au développement de la nation. Donc, dans le même temps, il faudrait que des gens qui, pendant des années ici, toute leur vie, par exemple, n'ont trouvé que cet espace et qui peut-être ne savaient pas que, il y en a qui le savent, c'est vrai, mais il y en a qui ne le savaient pas non plus, que c'est des espaces qu'ils ne devaient pas occuper, mais qui ont payé des frais pour avoir ces espaces et qu'on vienne comme ça les enlever, même si on les avait informés au préalable, les enlever sans leur donner une autre mesure d'accompagnement quand on sait que c'est leur seule façon de gagner leur vie et qu'on les enlève sans autre mesure d'accompagnement, il faut voir tout ce que ça peut peser en arrière. Nous sommes en Afrique où quand tu as un petit boulot ou un petit job, c'est sur toi que toutes les charges de la famille pèsent. Voilà, donc tout ce que... C'est ce que vous avez retenu de façon concrète par rapport à cet acte, par exemple, positif, c'est vrai, c'est un acte positif, mais les mesures d'accompagnement n'ayant pas réellement accompagné, si vous me permettez la tautologie, les mesures d'accompagnement n'ayant pas réellement suivi, ça fait qu'on ne peut pas applaudir cette mesure telle qu'il le fallait. Alors, Dieudonné, maintenant, en 12 mois de gestion de Patrice Talon, que retenez-vous? Je vous remercie, chers confrères. Salut à vos téléspectateurs ou vos spectateurs donc, des AETV précisément. Oui. Je m'inscris dans la même logique que ma consoeur parce que les personnes les plus habilitées ont opiné donc sur les 12 premiers mois du nouveau départ, c'est-à-dire le régime qui donc a pris les rênes du pays depuis le 6 avril dernier. Mais toujours est-il qu'en observateur et en tant que citoyen, on a quand même un sentiment vis-à-vis donc des premiers actes qui ont marqué ces 12 premiers mois. Moi, j'ai retenu au plan donc politique cette décision qui donc a permis au pays de retrouver les 6 chefs-lieux de département laissés en rade depuis donc par les régimes passés, de Kérékou à Yaïboni, et on n'a pas pu donc avoir de la hauteur et surtout le courage politique de concrétiser des dispositions de loi qui ont consacré donc le découpage de notre territoire en 12 départements. Ça m'avait vraiment marqué, et au-delà, c'est un peu, je dirais, le courage des initiatives de loi, parce que beaucoup disent au Bénin, on n'a pas de problème de loi, on a un problème de tête, on n'a pas vraiment de tests qu'il faut appliquer, mais quand on y regarde de près, pour moi qui suis dans une station radio que vous connaissez, j'observe que beaucoup de domaines restent à explorer pour donc permettre aux acteurs des différents segments donc, de la vie socio-économique. Vous parlez des lois, vous voulez faire allusion déjà au projet de révision de la Constitution déjà? Non, pas forcément, mais des initiatives de loi qui permettent aux opérateurs économiques, aux acteurs, je dirais même aux citoyens, de pouvoir agir sur la dimension économique de notre pays. J'ai pensé donc à cette loi qui doit pouvoir gérer les litiges entre les acteurs commerciaux, les lois qui ont institué des tribunaux de commerce pour le Bénin. J'ai pensé à d'autres initiatives de loi, le code, je crois, civil qui a été abordé tout récemment, et pas mal de lois. La loi sur le partenariat public-privé, c'est une loi qui avait donc manqué à la gouvernance du changement ou de la refondation. Donc, on a reproché à Bouniaï de prendre vraiment un nouveau départ. En matière donc d'initiatives de loi, je me dis bon, le gouvernement et surtout aussi les parlementaires se sont intéressés à cet aspect-là dans le cadre donc de ce nouveau régime qui est installé. Et pour donc en ce qui concerne ces initiatives-là, je me sentais à l'aise. Ce qui a manqué et m'a foudroyé depuis donc le rejet de la loi fondamentale de notre pays en ce qui concerne l'initiative de sa révision. Vraiment, j'avoue que j'ai comme l'impression que le gouvernement, quelque peu,
s'embourbe et nous fourvoie dans notre capacité de le suivre en ce qui concerne sa bonne foi, en ce qui concerne donc son engagement, je dirais même l'état de cet engagement. Est-ce que quelque part nous ne sommes pas en train de friser une certaine crise de confiance encore entre nos gouvernants et nous autres en tant que citoyens? Je fais allusion donc à cette méthode qui a consisté à initier un projet de révision dont tout le monde salue la pertinence, mais que subitement... Que tout le monde salue la pertinence, mais salue l'initiative. En tout cas, j'observe que par rapport à la nécessité de réviser la Constitution, je parle de la révision de la Constitution et non du projet de révision de la Constitution. Donc, une révision a été initiée par le régime en place, mais curieusement, avec toute la confiance qu'on faisait aux têtes bien faites qui sont dans ce gouvernement, ils ont juste, nous ont-ils avoué, fait un projet et qui laisse la latitude aux parlementaires de pouvoir l'améliorer. C'est comme, je ne sais pas, un exemple parmi tant d'autres, hein, l'élève qui reçoit un jour une copie de son professeur qui constate qu'il y avait tellement de travail à faire, trop de fautes, il dit, mais le professeur dit non, c'est juste un exercice. Pour vous, en tant qu'élève, vas-y. C'est le projet de révision de la Constitution qui vous embête un peu. Oui, je trouve que dans ce bilan, il y a une tâche noire. Est-ce que vous sentez vraiment une rupture dans les mauvaises manies qu'on attend d'écrire dans le pays? Est-ce qu'on a l'air du nouveau départ, vous sentez une rupture de ces manies? Et le projet de révision de la Constitution, selon vous, est-ce qu'il paraît vraiment anodin pour vous? Une rupture dans les manies, je pense que c'est un peu trop tôt pour dire qu'il y a eu vraiment une rupture. On peut dire qu'il y a eu une certaine méfiance. Des gens ont pris du recul pour observer les nouvelles têtes en place, peut-être pour voir comment contourner, le Béninois est très malin dans ça, comment contourner les nouveaux règlements, puisqu'on doit reconnaître qu'il y a de nouveaux règlements dans la gestion des choses. Donc, comment contourner certaines têtes, comment se faire de nouvelles alliances pour mieux faire ses affaires, puisque nous sommes dans un pays où c'est seulement les affaires qui marchent. Alors, concernant le projet de révision de la Constitution... Parlant de rupture, je ne pense pas avoir réellement déjà remarqué une vraie rupture. On est en temps d'observation. Je préfère qu'on parle d'une période d'observation. Je continue de dire qu'on est encore dans une période d'observation. Parlant maintenant du projet de révision de la Constitution, est-ce que le projet était opportun? Le projet ne sera jamais opportun. Du moment où tous les gouvernements passés ont déjà essayé, et on a toujours trouvé quelque chose contre ce projet et ça n'a jamais abouti. Pour une fois que ça a semblé avoir un peu l'approbation des uns et des autres, puisque ça faisait partie du programme annoncé par le chef de l'État en place actuellement pendant la campagne électorale, tout le monde était déjà partant avec ce projet. Il y en a, s'il y a eu problème, c'est sûrement dans le contenu. On a semblé voir à un moment donné qu'il y avait un jeu où des gens ont voulu jouer au plus malin que d'autres. Et dans le contenu, est-ce que vous avez pris le contenu, est-ce que vous avez lu le contenu du projet et qu'est-ce que vous je ne suis pas une spécialiste des questions de constitutionnalité et autres. Oui. Mais quand on vous dit, par exemple, que le chef de l'État, désormais, va ratifier des accords et va aviser peut-être, ou bien va rendre compte peut-être au Parlement 90 jours après, est-ce que selon vous, ça relève de l'éthique, c'est vraiment normal? J'avoue que sur cette question, j'ai un peu eu le sentiment, comme il y a eu une crise de confiance, où le chef de l'État veut avoir regard sur tout, veut avoir le premier mot sur tout. Et dans cette façon de faire, c'est sûr qu'il veut arracher des pouvoirs à certains, à ceux qui avaient ce pouvoir, et ce n'est pas évident que ça s'accepte tout de go. Dans le même temps, je me dis en observatrice que c'est peut-être un jeu aussi. Nous avons affaire à des politiciens. Moi, je me suis dit tout le temps que c'est un jeu. Voilà un projet de loi qui a été mis sur le tapis dans la même période qu'un autre projet, le décret du PVI, le programme de déportation. Voilà. Et sachant bien que la révision de la Constitution va occuper beaucoup plus les esprits, va échauffer beaucoup plus les esprits, eh bien, on a mis sur le feu de la rampe les deux projets, et l'un qui passe sans sourdine et l'autre qui occupe les esprits. Voilà. Donc pour vous, en fait, c'est de diversion. Regardez un peu, c'est voilà, une façon, un peu de diversion. Et je me suis aussi amusée à voir un peu dans l'esprit du gouvernement, je me dis,
Le chef de l'État étant, on l'a tout le temps qualifié de rusé, compétiteur né. Compétiteur né. Voilà quelqu'un qui s'est dit, en lançant ces deux projets, de toute façon, je suis un compétiteur né, je gagnerai sur les deux fronts. Je gagnerai sur les deux fronts. Sur le front de la révision de la Constitution, on va commencer par me combattre. Et le temps qu'on finisse avec ça, l'autre passe, donc il n'y a pas de compétition sur l'autre côté. Et sur ce front où il y a de compétition, je mettrai tout en œuvre pour que ça passe. Et puis, Vlam, ce à quoi il s'attendait le moins, c'est produit, d'où la déception qu'on a eue, qu'on a senti en lui. C'est vrai qu'on aurait pu passer autrement, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, on aurait pu passer autrement. Nos députés auraient pu travailler autrement ce test, conseiller autrement. Ils auraient travaillé comment on appelle Dieudonné, quand ils étaient en région, auprès de leur base, ils ont été renvoyés, le peuple leur a dit qu'ils ont faim. Ils représentent en fait le peuple, et le peuple leur dit qu'il a faim. Est-ce que selon vous, si vraiment ces députés prenaient en compte ce projet, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une crise de confiance entre les populations et les députés? Tout est affaire de volonté. Si les députés veulent s'organiser pour travailler sur ce test-là, peut-être il était légitime de prendre en compte ce projet. Je vais y arriver. Peut-être qu'ils y parviendraient. Mais j'observe que quelques jours avant donc, la saisine du Parlement au sujet donc, de ce projet de révision le 15 mars, il y a... Je ne prendrai pas ce sentier. Il y a que les députés ont été regroupés autour d'autres initiatives de loi à Dassa, plus d'une dizaine de lois, pour les occuper. Parce que l'importance de la loi, de ces lois-là, pour le gouvernement, est telle qu'on pouvait vraiment faire dans une certaine rapidité en raccourcissant, en rétrécissant la procédure sur ces lois-là. C'est pourquoi, de ma lecture, le gouvernement a préféré donc que les députés saisissent les tenants et aboutissants de ces lois et au lieu que ce soit des projets, qu'ils les saisissent et qu'ils les introduisent sous forme de propositions, c'est-à-dire des initiatives de loi émanant donc de parlementaires. Comme ça, la durée que prendrait la législation, la procédure de la prise de la loi serait donc courte. Il n'y aura pas, c'est peut-être des détails. Quand le gouvernement prend une initiative de loi, il est obligé, pour les lois ordinaires, de recueillir l'avis de la Cour suprême, de voir au niveau du service ou de la commission de codification du ministère de la Justice. Donc tout ça, ça prend du temps, alors qu'un parlementaire qui prend l'initiative, il l'introduit et quand c'est reçu, c'est la commission qui directement s'en saisit, étudie et on passe à l'examen. Donc moi, j'étais dans cette analyse-là quand j'ai été surpris de l'introduction du projet de loi de révision. Je me dis, mais les mêmes acteurs qu'on a au Parlement, les mêmes députés qui doivent travailler sur ces initiatives de loi-là, plus d'une dizaine de lois, on les appelle également à examiner en procédure d'urgence, en une session extraordinaire. Ça veut dire que le gouvernement avait conscience de ce qu'il avait occupé effectivement les députés et voudrait qu'au lieu de 2 semaines, qu'ils y aillent peut-être au moyen de quelques heures. Ce qui est grave. Et là-dessus, je partage les inquiétudes, l'observation de ma consoeur, parce que, bon, une loi fondamentale, on ne peut quand même pas l'aborder sur une période aussi courte. C'est là où le gouvernement se fait prendre à son propre piège. Parce que déjà, le garde des Sceaux a décrété le mois de mars, alors qu'il n'est pas parlementaire. Il est vrai, il a séjourné en temps au Parlement, mais il n'y est plus. Comment est-ce que, en tant que membre d'exécutif, il décrète le temps de travail des députés? Non, ce n'était pas déjà une attitude, je dirais, normale vis-à-vis donc des dispositions réglementaires. Et donc, sur l'approche, on avait beaucoup à reprocher au gouvernement. Maintenant, quand le débat s'installe, en tout cas, les députés réagissent. Quand on écoute les argumentaires, j'estime que ceux qui ont rejeté avaient quand même des arguments de leur côté. Et quand vous les écoutez, vous voyez qu'il y a des dispositions qui les inquiètent. Vous avez évoqué une de ces dispositions. Comment est-ce que désormais, d'abord une disposition qui n'émane pas, j'estime que ce n'est pas une exigence des États ou de l'État béninois, que les ratifications passent forcément par le Parlement, mais je me dis ça crédite sa démarche. Parce qu'un partenaire qui veut vous appuyer, emprunter de l'argent ou prêter de l'argent à votre pays, estime qu'un gouvernement, 5 ans, 10 ans, selon les tests de loi en vigueur, la Constitution, s'en va, mais le peuple reste à travers sa représentation nationale, d'où l'avis d'autorisation de ratification. Ce n'est que l'autorisation qu'on prend et quand on analyse les 12 premiers mois du nouveau départ, il n'y a pas eu de quoi qu'encore le
les tests, les demandes de ratification que le régime demande, que le gouvernement demande, sont prises en charge comme cela se doit. On va rentrer brièvement dans les propos de Patrice Talon. Patrice Talon dit en fait que c'est quand les relations entre Parlement et gouvernement sont bonnes que ces autorisations sont bonnes aussi. Il a donné comme exemple le président Boniaï qui a demandé plusieurs fois des autorisations de ratification de prêts, et parce qu'à l'époque, le gouvernement et le Parlement n'étaient pas en bonne attente, ou bien n'avaient pas de bonnes acquaintances, il y avait eu problème. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être cela le Patrice Talon quand même a vu beaucoup de choses, et c'est à partir de cette base qu'il a voulu instaurer cela dans la République du Bénin? Non, mais si tant est qu'il a avisé tout ça et qu'il a vu tout ça, je ne parlerai pas de j'aviserai tout de suite. Si tant est qu'il a prévu tout ça, si tant est qu'il avait déjà pensé à tout ça, mais il aurait dû prendre aussi les garde-fous. Ce rejet du projet, moi, me fait penser au fait qu'il n'a pas réellement eu cette coordination, qu'il n'a pas réellement eu cette confiance entre lui et notre représentation nationale qui est l'Assemblée. Donc si tant est qu'il y avait cette ambiance, si tant est qu'il y avait cette bonne relation entre lui et les députés, le projet ne serait pas aussi rejeté. Donc il devait un peu se demander qu'est-ce qui n'a pas marché à son propre niveau. Alors on est en train de tendre vers la fin de cette émission, mais vous êtes en train de parler de quoi vous allez aviser tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui vous amène à aviser déjà? Le président Patrice Talon, c'est déjà un secret de polichinelle, et il dit déjà que comme le peuple, la représentante nationale qui représente encore le peuple refuse de ne pas prendre en compte son projet de loi constitutionnelle, et que le Parlement lui interdit d'aller au référendum sans avoir pris en compte le projet, qu'il aviserait, en 2021, s'il sera candidat ou pas à l'élection présidentielle de 2021. Là, ça me donne juste l'impression de quelqu'un qui veut faire des règlements de compte. Comment? Est-ce parce qu'on a rejeté un projet de loi que c'est fini pour tout ce qu'on avait prévu? Est-ce parce qu'on a rejeté un projet de loi que le programme d'action qui est mis en place est forcément caduc ou est à revoir? Est-ce parce qu'on a rejeté le projet de loi que tout ce qu'on a promis que peut-être il avait mal vu et maintenant peut-être il revient à la raison? Parce que autrefois il n'était pas dans la réalité du pouvoir. Ne me faites pas croire que toutes les ambitions, toutes les bonnes ambitions que notre chef de l'État a eues pour son pays, tout ce amour qu'il a eu pour ce pays ne repose que sur ce projet de loi. Là dans ce cas, on va commencer tous par aviser. Mais malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir d'aviser autant que le chef de l'État. Il est le chef à bord. Peut-être sur cette question. Il est le chef à bord. Je pense qu'au moment opportun, je ne sais pas si Dieu donne vous êtes d'avis avec moi, que le peuple aussi avisera et le peuple a une sanction populaire. Mais ça, c'est sûr. La sanction populaire va agir, n'est-ce pas? Le peuple a déjà commencé, de mon point de vue, à se préparer pour aviser quand le chef de l'État aurait avisé. Donc le peuple est déjà aux aguets, je puis dire. Parce que le peuple avait... mais quoi que vous en pensez, la compétition, elle se fait peut-être entre ce compétiteur et d'autres acteurs du même niveau, du même degré que lui, qu'il se met maintenant au même niveau sur le ring, que son peuple, il verra que le peuple est au-dessus de lui largement. On a affaire à un Patrice Talon qui ses plans en cache beaucoup d'autres. Kader, vous permettez, ne parlons pas tout de suite du ring. Il a dit j'aviserai. Et puis, ça sous-entend beaucoup de choses. N'allons pas vite en besoin, n'allons pas plus vite que lui, ne mettons pas les charrues devant les bœufs. Il avisera, ça veut dire peut-être qu'il va revoir sa manière de faire pour aller plus doucement. Peut-être que c'est pour se pencher beaucoup plus du côté du social qui préoccupe tant le Béninois. Mais ce qu'il veut aviser, c'est savoir si lui, il nous demandera encore 5 ans. Maintenant, s'il doit demander encore 5 ans, même s'il a promis. Mais ça sous-entend beaucoup de choses. La loi lui permet de faire 2 mandats. Sauf que nous sommes ici sur un terrain d'honneur. Et la parole, pour tout homme qui se veut respectable et respecté, doit mériter un certain nombre de respect, si je veux parler. Donc, le chef de l'État n'a pas respecté, le chef de l'État n'a pas respecté une promesse qu'il a tenue pendant des mois. Et en un lieu aussi sacré que lors de la cérémonie de son investiture. Pratiquement, disons que avant qu'il ne jure sur la Constitution, sur le Saint-Nom de Dieu et sur les membres de nos ancêtres,
juste avant. Oui, je dis que c'est le même contexte. Je parle du contexte. Il allait évoquer les membres de nos ancêtres, il allait évoquer le bon Dieu. Vous voyez, c'est après ça qu'il a eu son discours, après l'investiture, il est intervenu. Et pendant cette intervention solennelle, après son investiture, il a sauté les membres de nos ancêtres. Voilà aussi quelque chose. Mais ce que moi je dis, c'est que je vais évoquer simplement que la circonstance est solennelle, au-delà donc de la promesse qu'il a eue pendant la campagne électorale. Vous souvenez-vous, il a réuni même, souvenez-vous, j'allais dire, il a réuni les médias après donc son installation à la Marina pour dire que au-delà donc de cette révision-là, si donc par surprise ça ne passait pas, lui tenait quand même à respecter la promesse de ne faire qu'un seul mandat pour montrer donc tout son engagement et son amour pour le pays. Il avisera sûrement, peut-être si le peuple lui disait, comme on allait faire avec Kérékou, en son temps, monsieur le chef de l'État, vu tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'allez pas nous lâcher. Comparaison n'est pas raison. Ah non, mais qui sait? Moi, je préfère en son temps n'avait juré de rien. Kérékou n'avait promis 5 ans à personne. Maintenant, vous êtes dans une logique, j'ai pensé que vous allez vous y maintenir, parce que le chef de l'État, c'est vrai, la loi l'oblige à faire que 2 mandats et ne l'oblige par contre pas à faire un seul. Mais lui, il a donné sa parole. Et qui est-il aujourd'hui? C'est le premier d'entre nous. C'est celui qui défend notre honneur. C'est la référence. On te dit, mais quand même, la première autorité est en mesure de se dédire aussi facilement pour un engagement pris devant plus de 10 millions de personnes et au-delà. Et pour 22 votes contre, ou 23, c'est vis-à-vis des 23 députés qu'il avait pris l'engagement de faire un seul mandat. C'est la question. Et donc, vraiment, on se dit que c'est comme si vous l'avez soupçonné. Je suis tenté de faire comme vous. Tout son projet, tout son amour pour ce pays est résumé dans une révision constitutionnelle. Et comme, Dieu merci, je vais emprunter les mots d'autres acteurs, comme l'ancien président de la République qui s'est senti fier du rejet, je me suis dit, si tout l'amour que le président Patrice Talon a pour ce pays se résumerait donc à réviser la Constitution de cette façon-là, parce que vous n'êtes pas à savoir que les voix les plus avisées que lui, que moi, que d'autres, puisque nous ne sommes pas constitutionnalistes, ceux-là que lui, en son temps, a eu à consulter, par exemple, sur la question pour se faire sa religion, ceux-là ont dit, ce sens-là qu'on voudrait emprunter n'est pas le bon pour le pays. Et donc, tout ce tollé qu'il y a eu, on ne peut même pas dire que c'est sur du néant. C'est parce qu'on n'aime pas la tête de Patrice Talon. Non, c'est sûrement parce que, justement, il y avait matière à craindre. Merci à vous, Dieudonné Mettons-nous. Justin Adimi, je reviens à vous, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, que nous allons parler des journées médias. Vous êtes la présidente des Élan Médias, vous êtes initiatrice des journées médias. Alors pourquoi avoir initié les journées médias? Merci beaucoup, Kader. Les journées médias, c'est une initiative de tous les journalistes professionnels des médias réunis au sein de l'association Élan Médias et aujourd'hui du Leader Press Club. Oui. Nous avons initié ces journées médias juste parce que nous avons eu l'ambition, nous avons eu l'envie de célébrer autrement la Journée internationale de la liberté de presse qui est pour le 3 mai. Et ordinairement dans notre pays, le 3 mai, c'est la HAC, c'est l'UPMB qui nous réunissent juste en demi-journée et peut-être autour d'un thème. Et on fait juste des discussions et puis on se partage les sandwichs et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Depuis l'année dernière, nous on s'est dit, voilà, nous, c'est nous qui, il faut vraiment aller au-delà. C'est nous qui parlons des autres, c'est nous qui faisons toujours les autres, mais personne ne parle de nous. Et pour une seule journée qui nous est dédiée au cours de l'année, on en parle et puis ça passe. C'est à peine, ça fait 10 ou 15 minutes des éditions télévisées de cette journée et puis ça passe, on n'en revient plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est dit, il faut peut-être imaginer quelque chose et parler de nous sur une bonne période, mettre beaucoup d'activités. Nous réunir, c'est aussi l'occasion pour nous de nous retrouver, acteurs du secteur public, du secteur privé, tous les médias confondus, presse écrite, radio, télé, aujourd'hui les acteurs du web, les réseaux sociaux, tout le monde est concerné, journalistes, techniciens, les acteurs de l'ombre, tout ce monde est concerné par les journées médias Bénin. Et qu'est-ce qu'on fait au cours des journées médias Bénin? C'est beaucoup d'activités, notamment des activités intellectuelles. Il y a des communications, des conférences, débats. Il y a aussi des activités culturelles. Cette année, nous avons initié de faire des activités sportives. Okay, il y aura une marche compétitive par laquelle nous démarrons. Les activités, c'est le 30. Tous les acteurs des médias, les journalistes et les étudiants en formation, les étudiants en journalisme et communication
Ceux qui sont encore en jambes, bien sûr, parce que c'est une match dotée de prix. Nous avons un trophée. Le trophée sera dédié à notre confrère sportif, reporter sportif qui est décédé, François Messin. Il y aura également un match de foot entre l'équipe de foot des acteurs des médias et l'équipe de foot de ESAE. ESAE qui, je le rappelle au passage, est notre sponsor officiel. Ah bon, wow. ESAE nous accompagne sur toutes les activités, sur toutes les éditions. Depuis l'année dernière, d'ailleurs, ESAE est avec nous. Voilà pourquoi nous l'avons encore repris cette année avec lui. Et cette année, nous avons pour marraine notre ministre de tutelle, la ministre de l'Éducation, de l'économie numérique. Et la communication, plutôt. De l'économie numérique et de la communication, à la fin, c'est vrai. Et comme co-parrain, le ministre des Sports, à cause des activités sportives qui sont greffées aux activités cette année, le ministre des Sports nous soutient vaillamment par rapport à cette édition. Et nous avons également initié cette année au niveau... Il y a chaque année un village qui est érigé au sein du site, qui est le stade de l'amitié. Mathieu Kérékou. Nous y implantons un village dénommé Village des médias. Et c'est dans ce village que se passent toutes les grandes activités, notamment les rencontres culturelles, les B2B, occasion pour le public de venir découvrir nos stars des radios, de la presse écrite et de la télé, d'échanger avec eux. C'est l'occasion aussi pour nous, acteurs des médias, de nous retrouver, de faire le brassage, de parler des gens. On ne se connaissait pas, c'est l'occasion pour nous de venir nous connaître. Et ce village, cette année, sera numérisé. Il y aura le Wi-Fi, l'Internet gratuit pour tous les acteurs. On pourrait y tenir des conférences de rédaction. On pourrait faire des émissions en direct. Ils avaient pu délocaliser, par exemple, des émissions en direct là-bas. Donc c'est sûr, peut-être que le 3 mai, on sera ensemble là-bas pour un prochain numéro d'Info Hebdo. Alors, que pensez-vous des journées médias, de l'initiative? Une initiative, une initiative que je salue, que je trouve très noble, d'autant puisque, comme ses initiateurs ou son initiatrice l'a évoqué, cela permet vraiment des retrouvailles et permet donc d'expérimenter la confraternité qui nous est si chère et de permettre également que notre légitimité auprès de ceux-là qui sont appelés à consommer nos prestations, donc à travers les différents contacts qui vont se faire au niveau donc du village des médias au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Alors, merci à vous, chers confrères. Le rendez-vous est donc pris pour le 30 avril prochain. Je rappelle, comme l'a dit Ghislaine Halimi, que ESAE est sponsor officiel. Donc, merci à Clément Adéchian, fondé du groupe ESAE. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un terme à cette émission de ce samedi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. Agréable week-end.